Nous nous sommes inscrits dans l'histoire. En ce qui concerne l'actualité, je souhaiterais avoir des convictions, d'avoir le courage, la ténacité pour arriver à ne plus connaître ce genre de situation. L'esclavage, l'indépendance et ce qu'a été la dictature. Bonjour les jeunes abonnés. Il va nous parler aujourd'hui de son combat politique, le combat dans lequel il m'a entraîné alors pour commencer à peine à l'université de Kinshasa. C'est lui et d'autres et d'autres jeunes étudiants, alors qu'on avait votre âge, lorsque le Premier ministre Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, est en état d'arrestation, qu'il est même renvoyé au village, c'est lui, Kalala Tshibangou, quelques autres, et moi-même, qui allions chez M. Makanda, un des compagnons de Etienne Tshisekedi, à l'Uben. Et cela qu'on allait sterciler les tracts. On stercilait les tracts à l'Uben, on les découpait, et c'était dans la bibliothèque de M. Makanda, chez lui à domicile. Lui qui était déjà sous surveillance de, on appelait encore la LM à l'époque, de SNIP. Eh bien, il bravait la peur en disant, jeunes gens, venez, on ne peut pas croiser les bras devant la dictature. Sa maison était pleine de livres. Et nous nous réunissions dans sa bibliothèque. Et une fois qu'on avait tourné, on se distribuait, on découpait, on se distribuait chacun une certaine quantité. Et on quittait l'Uben par les bus qu'on appelle SK. SK juste au marché central. Il fallait jeter ces tracts-là généralement entre 18h et 20h et prendre le dernier bus SK qui quittait la ville pour rentrer au campus. Parce que quand on distribuait le soir, les gens le matin, quand ils venaient au marché, ils pouvaient trouver ces tracts et dire toutes sortes de choses qu'on écrivait contre le pouvoir de Mobutu. Quelquefois, deux ou trois d'entre nous avaient été surpris, arrêtés, on a dû faire des acrobaties. Lui a dû même quitter pour aller étudier à Brazzaville. Sinon, il était dans le collimateur de SNIP. Mais on était jeunes, on avait votre âge. On bravait la peur. On se disait, on ne peut pas avoir dans le pays un pouvoir qui monopolise tout, ne gouverne pas le pays, laisse les gens dans la souffrance, et puis les membres de ce pouvoir sont eux-mêmes se pavant dans un luxe. Vous savez, Mobutu aimait beaucoup l'ostentation. On avait dit, on n'allait pas croiser les bras. On va faire la lutte. Et c'est cette lutte-là qu'il a commencé depuis l'université, qu'il a amené à fuir le pays pour aller étudier en face pour éviter d'être arrêté par Mobutu. C'est cette lutte-là que nous avons continué. Lui dans l'UDPS et moi dans la société civile, dans ce qu'on a appelé les commissions comme JCTP, le CELED, les associations comme Azado, plus tard, et même les CDH, les centres de droits de l'homme, qui étaient ici à Lubumbashi, dans notre ville. Voilà comment on s'est produit. C'est pourquoi je me réjouis de vous parler à vous. Parce qu'à l'époque, nous ne pouvions pas avoir le privilège de parler à un nombre aussi grand. Mais c'était impossible. La dictature était tellement présente à tout moment.
Mais il y a eu des gens qui ont eu le courage de dire on doit trouver des méthodes pour dire non. C'est pourquoi nous serons heureux tout à l'heure de le suivre. Je voulais donc l'introduire, mais aussi dire deux autres mots. Le premier Tchibala a fait sa lutte après la colonisation. Et j'ai dit au comité d'organisation, je voudrais dire 2-3 mots de la situation avant l'indépendance. Non, il va te dire après, depuis l'indépendance, la lutte contre le monopartisme notamment, le parti unique. Mais je vais donner un petit éclairage sur la situation avant l'indépendance. Je distingue 3 périodes avant l'indépendance. Il y a la période des empires et royaumes africains avant la colonisation. Il y a la période de la traite négrière où nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres ont été pris d'Afrique vers l'Amérique, vendus. Et la période coloniale, lorsque, à la conférence de Berlin, on décide que le Congo va être un État indépendant et qu'il va être la propriété du roi belge Léopold II. Ces 3 périodes sont importantes. D'abord, la période des empires africains. Je dirais, avant le 15e siècle, il y a eu des empires prospères qui ont exercé une forme de démocratie et de gouvernance locale dans un contexte purement africain, faiblement technologique et qui n'a rien à voir avec le contexte dans lequel la colonisation nous a plongés et dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Parmi ces empires, il y en avait de tout grands. L'empire du Kouch, l'Éthiopie, près d'Éthiopie, près de Kouch. Vous vous rappellerez que quand vous lisez la Bible, parce que la plupart d'entre vous lisent la Bible, il y a le passage où on fait porter à Jésus une croix. En le fouettant, le matin, allez, porte toi-même ta croix. Mais sur le chemin, on croise quelqu'un qui a pitié de lui et qui va l'aider à porter cette croix. C'était qui? Oui? Simon de Cyrène, qui était qui? Qui était un Éthiopien. Même ceux qui étaient mis au noir d'être partis dans l'histoire religieuse à travers la Bible, mais ils oublient que quand Jésus allait à la croix, c'est un Africain, un Éthiopien, qui l'a aidé à porter sa croix. Donc l'Afrique était présente dans ce monde, même déjà depuis l'époque de Jésus. Il y a donc eu des échanges avec d'autres peuples. Prenez l'exemple de la Tanzanie. Au XIVe siècle après Jésus-Christ, les royaumes, l'un des rois de Tanzanie, près de Zanzibar, a reçu une délégation chinoise. Avec cette délégation chinoise, ils ont parlé des échanges entre son royaume et la Chine. 14e siècle. Et les Chinois ont invité le roi en Chine. Le roi, estimant qu'il ne peut pas partir, il a donné une délégation de 14 personnes, de Tanzaniens, qui sont allés vivre en Chine pendant une année. Et quand ils sont rentrés,
ils étaient pleins de cadeaux donnés par la Chine. De même, eux aussi ont pris les cadeaux qu'on a envoyés à l'empereur chinois de l'époque. Je pourrais multiplier les exemples de collaboration, de coopération, mais quand vous lisez l'historien arabe Ibn Battuta, il raconte le voyage à la Mecque d'un des rois d'Afrique de l'Ouest, c'est lequel la Mecque, qui a quitté à cheval jusqu'à la Mecque. Il a amené beaucoup d'or et il a ramené aussi beaucoup de présents. Donc il y avait une Afrique qui vivait à son rythme. Au XVe siècle, on a parlé de l'université de Tombouctou. L'université de Tombouctou, dont les ruines ont montré que les bâtiments étaient vitrés. Le bâtiment de cette université de Tombouctou était vitré. Donc ça veut dire qu'il y avait là une vie de coopération. Dans les ruines de la vallée de Lupemba au Katanga, on ne comprend toujours pas comment on a retrouvé des crânes et des ossements des Blancs qui dataient plus ou moins du XIVe siècle. Et les croisettes, on appelle les Mikouba du Katanga, fabriquées au IIe siècle après Jésus-Christ, se sont retrouvées dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite. On se dit, il devait donc exister un commerce entre nos empires du Congo et le Moyen-Orient. Mais faute d'écriture, la civilisation de l'écrit, on n'a pas plus de détails de notre histoire. Par contre, on a beaucoup plus de détails de l'histoire des Européens, des Asiatiques, grâce justement à l'écriture. Ça a été un peu notre faiblesse. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas du tout existé d'écriture. Il a existé plusieurs écritures en Afrique, mais qui n'ont pas été enseignées. Et quand la colonisation est venue, elle a foulé au pied toutes ces écritures. La première période que j'ai évoquée tout à l'heure. La deuxième période de cette Afrique ancienne, c'est l'arrivée de la traite négrière. Comment est venue la traite négrière? L'évolution de l'Europe a conduit à une surpopulation. Et les jeunes cherchaient où aller. L'Afrique, on l'appelait à l'époque the heart of the darkness, là. Le cœur de la ténèbre. On n'y venait pas beaucoup. Encore moins l'Afrique tropicale. Mais l'explorateur portugais Diogo Cao, en s'aventurant humaniste et tout ça, mais en fait c'est parce que il y a eu d'autres facteurs, notamment le besoin d'exploiter des ressources des deuxième période, donc celle de la traite négrière, qui est une page noire. Et aujourd'hui, quand nous parlons, il y a un président américain qui a été élu, n'est-ce pas? Et quand nous parlons aussi, il y a des assises sur la justice non loin d'ici, n'est-ce pas? Mais quand l'Amérique avait élu un noir, Barack Obama, beaucoup d'Africains, de noirs africains, ce qu'on appelle les African-Américains, les Américains noirs, ils pleuraient. Ils étaient en train de secouer la main en pleurant, surtout les personnes âgées, parce qu'ils n'avaient jamais cru qu'un noir pouvait devenir président des États-Unis dans un contexte où 50 ans auparavant, ils étaient discriminés. Et ils chantaient leur chanson fétiche, Amazing Grace. On le chante souvent ici aussi.
dit ceci: nous avons reçu une grâce particulière du Seigneur pour avoir quitté la discrimination raciale après la lutte de Martin Luther King. Parce que Martin Luther King vient lutter contre la discrimination après que des milliers d'Africains aient été tués dans les plantations, qu'ils soient morts, qu'il est après des siècles qui n'ont pas été tués. Et quand il voyait un noir président des États-Unis, pour les vieux là, c'était une grâce inattendue, amazing grace. Et ça les faisait peur. Alors, qu'est-ce qui advient en ce moment-là, à la fin du 19e siècle? On dit non, non, on va coloniser les pays plus habiles. Les Français et les Britanniques ont pris des territoires entiers, c'est leur colonie. Et le roi des Belges, qui cherchait, le Belgique était un petit pays, mais c'était un roi puissant. Il cherchait une pire chose. Il avait envoyé des gens pour qu'ils lui achètent des terres. Des troubadours étaient allés le tromper pour dire non, tu peux acheter la Chine. Il était candidat à acheter la Chine. Mais après on a dit au roi, la Chine, c'est un monstre, tu ne peux pas l'acheter, c'est autre chose. Et puis le roi de Belgique voulait acheter les Philippines. Il a envoyé des missions en Philippines, et pendant qu'il y avait ces missions, voilà surgit un journaliste. Plus tard appelé explorateur, comment il s'appelle? Henri Morton, journaliste à Londres, qui est allé à la recherche de qui? De Livingstone, un pasteur protestant qui est venu pour évangéliser l'Afrique. Il fera 3 voyages, après quoi il va parcourir le fleuve Congo jusqu'à Kinshasa, et il est allé voir le roi des Belges. Voilà, moi j'ai trouvé le Congo, est-ce que tu peux me financer pour que j'aille voir davantage de l'État? Et de cet entretien et ce qui a suivi, le roi a dit non, 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 alors moi je paye tes voyages, tu me ramènes des données et tu me vends le Congo. Le Paul II a dit moi je ne peux pas te vendre le Congo, mais je peux aller parler avec les chefs coutumiers s'ils peuvent te vendre des terres. Et voilà, l'aventure est partie. Le Congo est devenu la propriété de Léopold II. Et alors, les autres pays, parce que la France avait ses colonies, la Grande-Bretagne avait ses colonies, mais l'Allemagne était un puissant pays, mais n'avait presque rien. Les États-Unis n'avaient rien du tout. Ils disent, mais Léopold ne va quand même pas avoir tout un continent comme ça tout seul. Il y a des pressions, on convoque la fameuse conférence de Berlin, qui commence en novembre 1884, qui se termine en février 1885. Et à cette conférence-là, l'Allemagne, qui voulait avoir des terres, face à la menace des États-Unis qui veut prendre le gros, défendra quelque peu le roi des Belges pour qu'on lui arrache pas le Congo. C'est ainsi qu'on va dire, nous vous laissons le Congo pour le roi des Belges, mais il faut laisser à chacun des participants ici de venir au Congo, faire du commerce, ou y vendre quelque chose. Donc le Congo n'est pas à toi tout seul. D'où le fameux mot État indépendant du Congo. Cette indépendance-là, ce n'était pas l'indépendance de l'État du Congo lui-même. C'était l'indépendance du fait que chacun des peuples avancés pouvait entrer au Congo. La liberté du commerce et de l'industrie. Commence alors la colonisation. Mais une situation va arriver, le roi des Belges n'avait pas assez d'argent. Il va être obligé, après ses dettes vis-à-vis de la Belgique, il va céder en 1908 le Congo à la Belgique. La Belgique va en faire une colonie, que vous connaissez aujourd'hui, et par le fait de la pression internationale et des pressions locales, en 1960, la Belgique va consentir à donner l'indépendance au Congo. Et vous connaissez la lutte de Lumumba, de Bonikango,
et de leurs compagnons en 60 pour échapper à la machine belge, parce que les Belges ne voulaient pas donner, ils étaient contraints de donner. Commence alors notre ère de l'indépendance. Et là, merci. Et là, le premier ministre honoraire va produire ce chapitre pour montrer maintenant les luttes internes qu'il y a eu pour gouverner le Congo entre les Congolais eux-mêmes. C'est important. Nous avons lutté contre les esclavagistes, nous avons lutté contre les colonisateurs. Maintenant est venue la lutte des Congolais qui ont reçu le Congo de se battre entre eux pour un Congo démocratique. Et c'est là qu'un homme comme celui qui est à ma gauche, le Premier honoraire, a joué un rôle que l'on ne lui reconnaîtra jamais assez. Parce que dans toute révolution, il y a toujours ceux qui restent dans l'ombre. Mais c'est parmi les jeunes de votre âge qui ont pris le courage à eux-mêmes pour dire nous allons être aux côtés de Tshisekedi, nous allons sensibiliser d'autres jeunes comme nous et nous allons lutter contre la dictature. Et moi, je lui rends hommage parce que Dieu aussi l'a élevé. Et à juste titre, il est devenu Premier ministre et il a dirigé ce pays. Je crois qu'on devrait applaudir. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le professeur Jean-Louis. Je veux d'abord dire que cette conférence était utile. Elle a permis à la jeunesse de s'imprégner de ce qu'avait été effectivement l'esclavage, l'indépendance et ce qu'a été la dictature, le monopartisme et les actions qui étaient menées pour l'éradiquer. Les enseignements pour la jeunesse, c'est d'avoir des convictions, d'avoir le courage, la ténacité pour arriver à ne plus connaître ce genre de situation. Je suis convaincu que les étudiants ont compris et qu'à l'avenir, ils ne pourront pas connaître ces situations d'antivaleur que notre peuple a connues. En ce qui concerne l'actualité, je souhaiterais qu'on organise notre conférence et je pourrais m'expliquer. Et là, vous avez la difficulté de départir là, une qualité et la politique. Vous avez raison. Mais différence entre élite classique et politicien et dans un niveau il y a bima, la capacité à kolongwa, masole à politique politicienne et puis kotikala na casquette et scientifique. Tant on a la constitution avant la texte na ngai, oyote sikama wana tali politicien moko boye na boye, à la belle côté. Likamweza kolobate que pour les lots qui s'étaient dans la canne ngate ne n'a commis pour critiquer ou bien n'a contre révision ou changement de la constitution. Science est dans la quantité. Ce qu'on a na poto, dans la cloute na ngai ko la ministre de la justice na France. Tant on a outil poto tout fanda qui tout soula qui na yepo il fallait préparer livre na ngai moko. Tout d'autres dans ma solo politicien moko aye, oui bien les autres dans la France. Tout ça le débat a évisé, n'a évis que l'opposabilité. La science n'a pas d'opposition. Débat tout ça là oui, il y a un débat scientifique. Et il y a le matin que budget les amouquets, va prioriser mon mot, va y dire mon Dieu les jeunes. Non non, ça c'est la politique. Mais avant tout le bas, makamba poubé kolikuzi. Na lobi n'a pas tout boyé. Maintenant sur la constitution nyonso. Pourquoi? Parce que autant la société est dynamique, la norme l'est aussi. Et la norme doit suivre l'évolution de la société. Et les raisons
doivent être discutés et parce qu'il s'agit de la norme fondamentale, il faut qu'il y ait un compromis. Maman Sylvie, ce qui compromis les actes dans les bécolis Kunzi, tel que je dois appeler un document provisoire, quand les autres qui vont changer en gros, parce que beaucoup de la terre et dans un momentané. Dans cette considération, au lobby, est-ce que le gouvernement y a un dit c'est ça dans le bâti que pour réviser la constitution. Vous savez, on pouvait réviser la constitution. Oui, la beauté de la science, loge en fait dans les nuances. Ce qu'on le dit dans le je peux vous démontrer des votes des Français dans la constitution. Ça veut dire que toute œuvre humaine est toujours entachée là-bas. Et l'autre, comment va changer. Mais il y a l'obité, on a totalement raison. Pour moi, d'ailleurs, je me suis dit, j'ai tenté de m'amuser en disant quel deviendrait ce Parlement sans ce sang. Ok? Parce que vous êtes dans la campus, nous allons pour deux données Kalouba ou bien professeur Ngonako, il y a deux Nabango, mais c'est un demi-coup. Donc, ce que vous avez à l'Ikambu, ailleurs, il y a résolution, nous sommes la faculté, nous sommes l'université. Alors, c'est ça pour la matrice du Parlement. Ailleurs, si je peux m'amuser, le premier coopté, c'est ça qu'on peut être un député coopté pour l'école de l'État, pour surveiller l'écriture. Parce que les valeurs, il faut les reconnaître. Ok? Mais, contexte, on aura que c'est ça qu'on a qu'on modifie en gros, et changer. Vous savez, si vous sortez un concept de son contexte, il devient un prétexte. Si vous sortez un concept de son contexte, il devient un prétexte. Le contexte a évolué au point qu'aujourd'hui, plus nous avançons, plus nous nous rendons compte que nous n'aurons jamais trouvé un compromis comme celui-ci. Encore que c'est ça, mais resté classique, il n'a pas de la rédite. Ici, il parle de changement. Donc, il faut nuancer. Troisième considération pour le dit, bébé à moi pour la télé. Maman Sylvie, au cours de nos bagages philosophiques, ce n'est pas une question arithmétique. Bon, que la maturité d'une constitution n'est pas une question arithmétique. C'est une question mystique, une question philosophique. Pourquoi? Parce que on ne peut pas évaluer ce qui m'a la botanie avec la couveuse. Attends, vous mettez 6 mois la couveuse. Vous ne pouvez pas. Attends, ça dit 2 ans que vous allez à l'anniversaire. Ce qui m'a la couveuse. Attends, ça dit 3 ans. Vous allez à l'anniversaire. Donc, tout ça, l'anniversaire, moi, la botanie m'a toujours la couveuse. Notre constitution ne peut pas être calculée en termes de maturité parce qu'elle n'est pas encore appliquée. C'est ça la valeur philosophique. Donc quand nous disons des choses, dans le Bangote, le Batouana ou Al-Sayou, parce qu'il y a beaucoup d'universitaires maintenant. Donc, et puis quand on a un niveau d'interpréter la Constitution, ce qu'on appelle la droit constitutionnelle classique, et on appelle la droit constitutionnelle approfondie. Ce qu'on utilise, nous avons 60 cours, il y a licence dans le droit, assis dans Sayou, bien à l'université stigmatiste. Après, il n'y a jamais la notion de l'interprétation constitutionnelle, l'interprétation de loi. Il faut voir au moment de l'école. Donc, quand on parle, on fait un effort de rejoindre le commun de mon père pour mais ça délicat. Parce que la vérité aussi dans ce pays, c'est que Miki la biso, niveau est assez. Ce qui fait que ceux qui, bon, je donne un exemple, ceux qui se sentent à l'égard sur la Jolina, Bob Gabamba, il fallait se boucher. S'ils doivent parler de la Constitution, je parie que c'est 1% de la communauté de Babayouka. Ok? Donc, il faut tout quitter. Pour tout le monde de l'autorité de la Constitution, et dans un caractère de la citadine, dans notre salaire à voter. Tout le monde qui m'a dit, pour l'économie, tout la carrière avec les géopolitiques, parce qu'il a dit qu'il y a un côté. Mais tant que le gouvernement est venu, on va dire que non, parce qu'il y a un nous devons limiter. Ok? On va dire que nous devons, parce que ça y est, militaire et relation avec le Parlement. Est-ce que des gens normaux? Un gouvernement des hommes normalement constitués. Bah, vu que le Bakababo, c'est une province, pas que ça, la ordonnance, c'est un rattrapage.
On continue poser une question pour le point de vue structurel. Tout le gouvernement a dit ça. Est-ce que nous avons l'obligation de dans le gouvernement de 50 personnes? Nous avons détaché habitat, tourisme. Habitat, tourisme, et puis la carte d'aménagement du territoire. Alors que l'habitat et plutôt urbanisme et habitat, nous avons l'aménagement du territoire. Donc nous avons 3 ministères. C'est pour récompenser les individus. Parce que soudainement, je te nommerai ministre. Et tout le monde le sait. Et tout le monde le voit. Et dans la Constitution, je donne la valeur, des valeurs muettes d'une norme constitutionnelle. Il y a des choses que la Constitution ne dit pas. La Constitution ne peut pas venir vous dire que si vous avez nommé gouvernement, vous avez la qualité est. La Constitution n'a pas dit que quand vous avez nommé l'entreprise, vous avez la carte, ceux qui vont nommer 10 DG, 10 PCA de la Batemoussousou, 10 DG Bazara, Batakoto. Il est temps que les gens savent. Vous sachez que la Constitution n'est pas encore appliquée. Nous allons évaluer, on va déclencher la valeur arithmétique de la Constitution à partir du jour où elle va être appliquée. Pour l'instant, c'est notre compromis. Pour l'instant, on peut la réviser selon l'article 219, mais en respectant les compromis qui sont à l'article 220. Dans tous les cas, il y a l'article 5 qui parle du caractère souverain de ce qu'on appelle le pouvoir constituant originaire, qui ne peut pas revenir, sauf s'il y a d'autres conséquences que je ne prends pas le risque d'énumérer. Mais la marche là... Non, je ne peux pas parler des individus, c'est ça mon problème. C'était la marche de l'opposition. Oui. Hein? Ceux qui sont actuellement au pouvoir, ce sont eux qui ont marché à cette époque-là pour dire non à la révision constitutionnelle. Mais ça que je vous ai dit, j'ai répondu à Mme Tania que le problème que nous avons, c'est un problème de personnes. Nous n'avons pas de contenu de texte. Je vous donne un exemple élémentaire. Si vous arrivez chez vous à la maison, vous avez votre belle télé, vous avez vos chaises de couleur blanche, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez votre tapis. Est-ce que si vous rentrez à la maison, vous trouvez que la télé est tombée, la télé va tomber d'elle-même? Ou bien la personne qui vient demain, qui enlève la télé, qui la met à côté, c'est elle qui change la valeur de la télé? Non. Les opposants du ventre font les choses en fonction de leurs intérêts temporels. Quand vous identifiez ces gens-là et qu'on ils reviennent avec ce discours, c'est pour donner de la réponse à ce que Madame a dit. Est-ce que le problème n'est pas que les gens prennent ces diriger au pouvoir? C'est ça la vérité. Mais comme moi je suis scientifique, je ne fais pas un procès d'intention. Je ne suis pas dans les supputations. Je reste dans le cadre. C'est comme ça que je dis, je n'opine pas sur les individus, sinon je vais faire comme des monologues devant des gens qui n'entendent même pas ce qu'ils disent. Moi, je reste scientifique en disant, si les gens ont marché hier pour la non-révisabilité de la Constitution, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'au moment où ils marchaient, ils n'avaient pas évalué tout ça, qu'il y avait des difficultés entre les gouverneurs et les provinces, et les députés provinciaux? Non. Les étrangers, moi je ne sais pas ce que j'ai suivi. J'ai regardé les travaux préparatoires, j'ai regardé le but Mampouya, les nombres, le Richokonda, les professeurs Jean Lezambo, mon grand frère Richokonda. Je n'ai pas trouvé, à part Mboj, je n'ai pas trouvé un autre étranger. Et le rôle, dans le document directeur de l'écriture du draft de la Constitution, les rôles sont répartis. D'abord, il faut rappeler que c'est d'abord un travail qui a été confié au Sénat. Ce sont les sénateurs de la commission PAJ qui a participé à l'écriture du draft. Mais aux côtés de ces sénateurs, ils ont eu un bureau d'experts. Alors moi, je ne sais pas, peut-être qu'on ne parle pas en français ensemble. Est-ce que le fait qu'on fasse appel à des experts pour éclairer les lanternes des sénateurs dans l'écriture du draft de la Constitution, fait de la Constitution une Constitution des étrangers? Bon, admettons tout, c'est pour les étrangers et que les étrangers. Je vais m'attendre à la notion de la belligérance. Mais si on parle de la belligérance, il y a un des plus grands belligérants qui est au gouvernement. Si nous voulons parler de la belligérance, on ne commencerait pas à poser la question aux belligérants qui sont au gouvernement parce que c'était l'opposition armée. Mais je me demande, est-ce que le fait d'être dans une opposition armée et d'aller à San City fait le coup des étrangers?
Si c'est ça la réflexion, alors soyons cohérents jusqu'à la fin. Qu'est-ce que les belligérants sont au gouvernement alors que nous voulons encore écrire une nouvelle constitution? Parce qu'ils vont influer sur la nouvelle constitution. Donc on aura toujours à entacher notre texte nouveau qui va finir parce que les belligérants ne sont pas partis. Il y en a qui sont encore jusque maintenant, soit au gouvernement, soit à l'Assemblée nationale. Donc il n'existe pas de belligérants. Et en droit constitutionnel, quand un texte passe par les référendums constitutionnels, les textes n'appartiennent même plus à l'expert. Ça relève de B.A.B.A. de l'écriture constitutionnelle. Dire autrement, c'est faire la politique. Merci, on a ce défi. Oui. Vous êtes journaliste? Oui, journaliste. D'accord, on va prendre deux dernières questions. Claude Pouchon pour le compte Tac Magazine et Congo Web Télévision. Le chef de l'État et sa famille politique tiennent un moment d'écus. Pendant l'intérim à la présidence de la République, lorsque l'Assemblée nationale ou le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. On peut déduire que l'article 219, que c'est un temps normal que l'on peut procéder à la révision constitutionnelle. Celle-ci ne pouvant intervenir en période de trouble. Aussi, en tant que rempart de liberté et de la démocratie, la Constitution prévoit les règles régissant l'action de certaines autorités constituées dans des situations exceptionnelles menaçant l'intégrité du territoire ou mettant en danger les institutions de la République. Pendant cette période, qui requiert l'unité et la cohésion nationale, il convient d'éviter des débats à même d'y porter atteinte. C'est pourquoi toute révision constitutionnelle est exclue en temps de guerre. Autant poser la question aux compatriotes, vous pouvez être journaliste, mais vous êtes d'abord congolais. Est-ce que pour qu'on soit dans un état de guerre, il faut qu'une autorité habilitée l'ait déclaré? Si dans un pays, plus de 120 agglomérations sont entre les mains des ennemis, est-ce que le Congo n'est pas dans un état de guerre? Chacun de nous pourra répondre à cette question. Limite matérielle. L'examen des textes constitutionnels nous amène à constater que quelques-uns de ces derniers consacrent l'interdiction de la révision de certaines de leurs dispositions. Celles-ci ou ces dispositions sont appelées limites matérielles, limites de fond ou limites relatives à l'objet de la révision. En d'autres termes, quelques constitutions contiennent des dispositions intangibles, mieux des clauses irréformables. Ce sont les dispositions qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une modification quelconque. Ainsi, si la Constitution prévoit une telle intangibilité, la révision ne peut y déroger, sans ouvrir la boîte à Pandore appelée fraude constitutionnelle. Mieux, un coup d'État constitutionnel. Car l'intangibilité poursuit la protection de certaines matières pour l'efficacité du fonctionnement de l'État et de la pérennisation de notre système démocratique. Dans ce sens, la Constitution du 18 février 2006 a, en son article 220, consacré l'intangibilité de certaines matières telles que la forme républicaine de l'État, le principe de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, etc. Dans ce domaine, le record est détenu par la Constitution portugaise. Parce qu'ici, on veut nous dire que c'est nous qui inventons les roues, parce qu'il y a des spécialistes
sous les bois qui interprètent la norme fondamentale sans légitimité scientifique et sans légalité intellectuelle. C'est seulement parce que c'est telle personne et il s'arroge le pouvoir de commenter notre pacte républicain sur lequel est assis l'héritage identitaire de toute une nation. Dans ce record, la constitution portugaise, qui consacre 18 limites matérielles en son article 288, le dit. Selon cette disposition, le principe suivant... Les jeunes abonnés.